présente Anne Marciac, qui est chercheur, qui est maître de conférence, qui est chercheur à l'école pratique des études, qui est quand même une belle signature. Et effectivement une manifestation de... Voilà. Et Anne travaille sur la vieillesse. Et on a eu envie de lui demander de nous parler. Je vois que dans cette salle, on est quelques-uns à appartenir déjà au deuxième âge et demi, troisième âge, et plus si affinités, et de nous montrer que même dans le vieillissement, avec les pathologies qui peuvent nous accompagner, on en a parlé de pathologie un petit peu tout à l'heure, eh bien on peut encore s'émerveiller. Merci beaucoup. Alors vous applaudirez après. En fait, c'est un petit peu difficile d'arriver en fin de soirée, après toutes ces belles présentations, ces beaux témoignages, de la magie. En même temps, on m'a bien introduit parce qu'on a parlé de grand-père, on a parlé effectivement de ce qui peut se passer lorsqu'on avance en âge aussi. Et donc, je vais arriver avec une thématique qui est peut-être un petit peu surprenante pour cette fin de soirée, puisque c'est vieillir et continuer à s'émerveiller. Donc j'avais mis une petite phrase de Victor Hugo, parce que Victor Hugo est vraiment, je dirais, vous verrez dans mon petit historique, celui qui a défendu la vieillesse, contrairement à d'autres. Et donc on va un petit peu parler de ça, et pour arriver au bout de mon propos, à parler de l'émerveillement que l'on peut avoir effectivement lorsque l'on avance à l'âge. Alors, avant de commencer, j'aime toujours définir un petit peu les mots, parce que c'est bien de savoir de quoi on parle. Parce que vous verrez que, encore une fois, et je crois qu'on en a témoigné avec les goûts, les sens, tout ce qu'on veut dire, c'est chacun a sa perception des choses. Si on regarde le mot s'émerveiller, en fait, ici, on voit que ça dérive avec du préfixe E et merveille, donc mirabilia, les choses étonnantes, admirables. Donc si on regarde une définition, qui est une définition en fin de compte un petit peu simple, puisque c'est choses qui suscitent l'étonnement et l'admiration. Du coup, on est obligé d'aller définir qu'est-ce que c'est que l'admiration. Sinon, on n'a toujours pas de définition. Donc l'admiration, c'est un sentiment complexe d'étonnement, de joie, d'épanouissement, devant ce que l'on juge supérieurement beau, bon ou grand. Mais ce que l'on juge soi-même supérieurement beau, bon ou grand. Lorsque l'on parle de vieillir, eh bien, il y a différentes définitions, et je n'ai pas voulu passer toutes les définitions, ce n'était pas le propos de ce soir. Mais si on regarde la définition de l'Organisation mondiale de la santé, ces personnes dont l'âge est avancé et qui présentent les attributs physiologiques et sociaux de la vieillesse, tels que la société se les représente. Alors encore une fois, quelque chose de très subjectif, parce qu'on ne va pas tous avoir la même représentation de la vieillesse et du vieillissement. On y reviendra après. Hein, c'est l'autre. Encore une fois, dans cette définition du vieillissement, il y a le mot âge. Donc, d'accord, mais moi, je vais un petit peu vous interroger. L'âge ou les âges, de quoi parle-t-on quand on parle de l'âge? On parle de l'âge chronologique, c'est-à-dire de l'âge que vous avez sur votre pièce d'identité, de votre âge, de votre état civil. Est-ce qu'on parle de l'âge biologique? Alors, on avait un médecin avec nous il y a 5 minutes. Je suis moi-même scientifique et biologiste. C'est vraiment quelque chose qui reflète un état physiologique, fonctionnel, d'un individu à un temps donné. Et vous avez tous entendu l'expression à un moment donné, est-ce qu'on a l'âge de ses artères? Ça veut dire ça, est-ce que l'âge biologique correspond à l'âge chronologique? Rien n'est moins sûr. Et puis il y a l'âge social. Alors c'est une donnée qui est arrivée plus tardivement. C'est l'âge qui reflète la réglementation, par exemple, de la société par l'âge. Avoir la carte senior, avoir par exemple les demandes à pas lorsqu'on a des problèmes de perte d'autonomie. Mais je dirais que l'âge social, c'est surtout l'âge que porte tout un chacun, le regard que porte tout un chacun sur l'autre. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on peut se sentir plus ou moins vieux dans une société. Et alors, dans ma bouche, vieux n'est pas un gros mot. Je vais le dire tout de suite, c'est pas... on est toujours le vieux ou le jeune, d'ailleurs, de quelqu'un, quel que soit l'âge que l'on a. Donc, si on continue un petit peu mon propos, si nous parlions quand même des représentations de la vieillesse au cours du temps. Alors, aux origines de la vieillesse, c'était une malédiction. Hein, si on regarde les mythes gréco-romains, l'Ancien Testament, en fait, vieillir, c'était un châtiment.
On disait que les maladies cruelles que la vieillesse apporte aux hommes. Donc la jeunesse éternelle, en fait de compte, serait bien le bonheur suprême. Cicéron lui disait il faut lutter contre la vieillesse, tout comme on doit lutter contre la maladie. Là, vous avez une notion aussi qui est intéressante, que je n'aborderai pas ce soir, c'est, attention, quand on parle de vieillissement, on ne parle pas de maladie. Hein, tout le monde n'est pas de cet avis, mais un positionnement assez clair là-dessus. La vieillesse, le vieillissement n'est pas une pathologie. C'est un facteur de risque peut-être pour certaines pathologies, mais ce n'est pas une pathologie. Si on regarde les premiers siècles de l'ère chrétienne, là on va avoir en fait des hymnes chantés qui vantent en fait que Adam au paradis était éternellement jeune et beau, et que son mépris de l'ordre en fit un vieillard. Alors encore une fois, une punition. C'est une punition d'être vieux. Tout l'imaginaire du Moyen-Âge vraiment tournait autour les fontaines de jouvence, la jeunesse éternelle, les élixirs de longue vie, tout ce qui en fait faisait qu'on reste jeune, donc on ne vieillisse pas. Alors, il y a eu quand même certaines périodes un peu plus favorables à la vieillesse, donc avec les philosophes des Lumières et certains écrivains, dont faisait partie Victor Hugo, de ma citation de départ de présentation, qui vont en fait s'incliner devant l'âge, l'expérience, qui vont exalter cet âge avancé de la vie. Mais en fin de compte, cette image idéalisée de la vieillesse ne sera vraiment jamais cette période et cette image ne sera vraiment pas très longue dans le temps. Pourquoi? Parce que cette période considérée comme sagesse, connaissance, respect ne sera jamais complètement dominante. Et donc on peut aller encore un petit peu en avant et se dire qu'au cours du temps, les multiples représentations de la vieillesse ont été de la pire à la meilleure, on va dire de la pire, et vous connaissez tous la citation du général de Gaulle qui disait que la vieillesse est un naufrage, et d'autres, évidemment, personnes qui ont tenu ce genre de propos, et d'autres personnes qui, elles, considèrent qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc vous voyez bien que là, au cours de l'histoire, il y a eu quand même plus de longues périodes qui attribuaient, je dirais, des effets négatifs et très négatifs à la vieillesse que positifs. Alors vous êtes en train de vous dire pourquoi elle va nous parler à un moment donné de tout ce qui va être bonheur et positif lorsqu'on commence une présentation comme ça, mais ça va venir. Alors, si nous parlions des représentations de la vieillesse aujourd'hui, alors malheureusement je ne suis encore pas trop positive, parce qu'il y a quand même tout un vocabulaire qui est porteur de représentation. On n'a jamais cessé de renommer les vieux. Alors on les a appelés, quand je dis les vieux, c'est toujours les plus vieux que soi, entendons-nous bien, les personnes âgées, puis ça n'allait pas trop, les retraités, ça n'allait pas trop non plus, les plus d'eux, ce qui ne veut rien dire parce qu'on est plus de quelque chose tout le temps, et enfin, le dernier terme qui est quand même lié beaucoup à l'économie, les seniors. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toujours dans la société actuelle un regard négatif porté par et dans la société, puisque le discours démographique quand même dominant, c'est le vieillissement de la population est une catastrophe. Le discours médiatique et publicitaire dominant, c'est les aînés sont une charge, il faut rester jeune. Donc on a toujours ces représentations de vieux qui ont l'air jeunes, hein, surtout pas vieux. Le discours économique dominant, c'est la valeur quand même strictement utilitaire et productive de l'homme, ce qui est, à mon avis, complètement justement contre-productif. Et le refus de vieillir et encore le tabou de la mort que nous avons dans nos sociétés. Donc tout ça fait qu'on a à l'heure actuelle encore une société qui porte un regard négatif sur l'avancée en âge. Et puis il y a tout un tas d'idées reçues. Alors, 78% des Français redoutent de vieillir parce qu'ils pensent qu'ils vont vieillir en mauvaise santé. Or, les derniers chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé, qui ne sont pas vieux, de 2021, montrent qu'il y a beaucoup plus de gens qui vieillissent bien que de gens qui vieillissent mal. Alors, ce soir, évidemment, vous allez me dire, il ne faut pas voir tout en rose, et ce n'est pas ce que je veux dire, mais on va essayer, puisque c'est le thème de mon propos ce soir, de voir les choses positivement, et d'essayer de voir comment on peut changer de regard. Donc, bonne condition d'autonomie, puisque au-delà de 65 ans, il y a seulement 8% des personnes qui ont des problèmes de santé. Au niveau sociologique, les vieux, en fait, ce ne sont pas un groupe de personnes homogènes. Hein. C'est-à-dire, quand on dit les plus de 65 ans, ça ne veut absolument rien dire.
Pourquoi? Parce qu'il y a des différences de conditions et de lieu de vie, de genre, les femmes et les hommes, de culture, des différences ethniques, etc. Et puis surtout, la perception de sa vieillesse et celle des autres est très variable et personnelle. Alors on a tous pensé de quelqu'un un jour, qu'est-ce qu'il fait vieux, etc., alors qu'il a exactement le même âge. En fin de compte, c'est toujours par rapport à nous qu'on se place. Et il y a Boris Cyrulnik qui dit tout le temps, qui dit que la vieillesse, en fait, c'est quelque chose de très relatif. Que quand il était jeune, il voyait que des vieux, maintenant qu'il est vieux, il voit que des jeunes, et que tout est une question de point de vue, évidemment. Au niveau biologique, donc ce qui est un peu plus ma spécialité, on n'est pas vieux à un âge précis. On ne peut pas dire, tiens, on a 65 ans, on est vieux, ça ne veut rien dire en biologie. Pourquoi? Parce que c'est un parcours, la vieillesse et le vieillissement. On vieillit, c'est un processus lent, progressif, inéluctable, mais qui est propre à chaque individu. On a tendance maintenant à penser qu'il faudrait plutôt parler des vieillissements que du vieillissement comme quelque chose de commun à tout le monde. Ce qui en fait détermine quand même la singularité de l'être humain. Homogénéiser le vieillissement, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose, et ça veut dire qu'on nie que chaque personne est singulière. Alors évidemment, le vieillissement en biologie va dépendre à la fois de sa génétique qu'on ne choisit pas, et de son environnement qu'on choisit un petit peu plus quand même. Donc, même âge chronologique, peut-être, mais un vieillissement qui n'a ni homogénéité sociale, ni biologique. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais maintenant j'aimerais qu'on parle des conséquences de ces représentations sur la santé des personnes. Parce que ça ne s'arrête pas là, c'est pas juste dire, voilà, on a un regard négatif, etc. Ça a des conséquences. Ces perceptions et stéréotypes négatifs et nos propres représentations, parce qu'il ne faut pas toujours accuser les autres, on a sa propre représentation du vieillissement. Ne serait-ce que quand on se regarde dans une glace le matin et qu'on se dit, ouh, j'ai des rides, etc., des choses comme ça, c'est nos propres représentations qui impactent notre propre santé, mais qui peuvent aussi impacter la santé des autres, la santé de nos proches, la santé des jeunes avec qui on travaille, etc. Pourquoi? Parce qu'on voit que, par exemple, des études scientifiques montrent que les personnes âgées qui ont des attitudes négatives vis-à-vis de leur vieillissement pourraient vivre 7,5 années de moins que les personnes qui ont des attitudes positives. D'accord? Donc on voit bien qu'on a un impact, ça c'est des études qui ont été mesurées, de ce regard qu'on porte sur son vieillissement, sur notre propre santé. Après, une vision négative du vieillissement entraîne des attitudes négatives au quotidien à l'égard des autres. Et là, on a aussi tous cette expérience-là, d'avoir eu un mauvais regard, une mauvaise pensée, etc. Et peut-être même un mauvais comportement vis-à-vis d'autrui par rapport à son âge. Là où ça impacte encore plus, je dirais, les autres, c'est lorsque ces personnes-là, ce sont des soignants. Puisqu'il y a des études qui ont montré effectivement que lorsque les soignants avaient, je dirais, une mauvaise impression du vieillissement, un regard négatif porté sur le vieillissement, leur attitude de soins pouvait changer. Et donc forcément, la prise en soin est différente. Alors, tout ça, c'est quand même très négatif. Et pourtant, j'arrive à faire mon positif. Tandis que on voit quand même, malgré tout ça, que des études scientifiques tendent à montrer un petit peu l'inverse. Alors, je m'explique. Les personnes qui ressentent naturellement le bonheur de vivre, donc qui jouissent de la vie en fait, en vieillissant, maintiennent de meilleures fonctions physiques. Donc c'est mesuré. Ce sont des études donc, qui ont été faites sur des populations de personnes à des âges différents, etc. D'autres études ont montré qu'un esprit positif et être bien dans sa vie est un facteur prédictif, par exemple, de bonne santé cardiaque. Donc c'est vraiment mesuré là par rapport effectivement au risque cardiovasculaire. Que le bien-être psychologique, tel que la satisfaction de vie, les projets, le soutien social et l'optimisme, augmentent l'espérance de vie également. Il a même été rajouté dans des études qui sont très complètes et qui existent depuis maintenant de nombreuses années, et qui mettent le vieillissement et réussi ici au centre du processus, où on voit qu'il y a l'engagement de la vie active, maximiser ses capacités physiques et mentales, minimiser les risques et les incapacités, en tant qu'à faire se peut. Et bien là, on a rajouté maximiser la spiritualité. Parce que la spiritualité impacte positivement le vieillissement. Et là, vous voyez, c'est des notions qui arrivent, qui se surajoutent à ce qui est connu donc, sur la santé humaine. Alors, quand je parle de santé humaine, j'ai oublié de vous le dire,
Je parle de santé au sens de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire qui n'est pas que physique, mais c'est aussi le bien-être psychologique, social, etc. C'est la santé dans son ensemble. Alors, si ce soir, nous brisions les idées reçues, parce que ce soir, la commande, c'était ça, brisons les idées reçues, allons chercher pourquoi nous pouvons nous émerveiller aussi avec le vieillissement. Alors, l'avancée en âge est synonyme de bonheur et de bien-être. Et il y a en fait une courbe qu'on appelle la courbe du bonheur, qui montre en fait que le bien-être émotionnel suit une courbe prédictive à U. Alors je vous explique très simplement, c'est sorti donc d'une publication scientifique, où en fait les chercheurs ont mesuré sur donc 500 000 personnes dans plus de 60 pays différents, comment en fait le bien-être global pouvait impacter effectivement la santé et donc au cours de l'âge. Et vous voyez qu'après 50 ans, donc, on a une augmentation du bien-être, du bien-être global, une augmentation des émotions positives, donc plaisir et bonheur, tandis qu'on a une diminution des émotions négatives, telles que le stress et l'inquiétude. Sont exclues de ces mesures, des émotions négatives, la tristesse, qui reste, elle, je dirais, d'un niveau égal ou un tout petit peu plus élevé. Donc on voit là en fait qu'on a vraiment quelque chose, enfin moi-même je ne m'attendais pas, c'est-à-dire qu'on a effectivement une courbe du bonheur qui remonte. Et donc c'est vraiment un goût comme ça, donc jeune, puis entre 40 et 50 ans c'est pas top, c'est pas le meilleur moment, et ça remonte après. Et c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'âge. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Eh bien, quand on vieillit, on gagne en stabilité émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est cette stabilité émotionnelle? Alors, ce sont des études qui ont été menées par des psychologues et par des psychiatres. Donc, il y a des études, donc je vous cite chaque fois sur mes diapositives. Eh bien, quand on est jeune, les émotions négatives vont avoir davantage d'impact que les émotions positives. Tandis qu'avec l'âge, le rapport s'inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet de positivité. Je vous donne un exemple juste en dessous. Quand on montre par exemple à des volontaires de tout âge des photos positives, par exemple la complicité d'un grand-père de son petit-fils, ou alors des photos plutôt négatives, un couple devant une tombe, ou neutre, un paysage, ou encore si on montre des photos de visage en colère ou souriant, eh bien on s'aperçoit quelques minutes après, un quart d'heure, 30 minutes après, que les participants de 65 ans ou plus se souviennent pratiquement que des images joyeuses, pas des images tristes. À l'inverse pour les jeunes. Donc ces études, en fait, tendent à montrer qu'il y a une sélection qui se fait. Donc, madame a très bien parlé du cerveau tout à l'heure, qui commande beaucoup de choses quand on s'en aperçoive, ben, ça en fait partie. D'accord ? Donc il y a quelque chose qui se met en place au cours de l'âge, qu'on ne choisit pas. Alors encore une fois, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça, je ne vais pas faire de généralité non plus, mais pour vous dire qu'en fin de compte, à ce moment-là de la vie, il se fait plutôt une sélection positive de garder ce qu'on a envie de garder, donc ce tri se fait naturellement par le cerveau. Alors, comment ça fonctionne un petit peu quand on vieillit? La meilleure régulation des émotions positives se produit aussi par un traitement différent de votre cerveau du cognitif, donc du traitement cognitif. Et donc il y a des chercheurs qui posent la question un petit peu, je dirais, pour aller chercher un petit peu la discussion, est-ce que le cerveau serait programmé pour le bonheur? C'est-à-dire qu'en fait de compte, tout va dans le sens, lorsqu'on avance en âge, pour rester heureux et de plus en plus heureux. Alors, l'imagerie cérébrale par donc, ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on mesure en fait, en faisant faire des activités aux personnes ce qui se passe dans le cerveau, et votre cerveau va s'éclairer à différents endroits. Voilà, c'est des techniques qui sont utilisées. Et me montre que par exemple, on a une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui est impliquée dans le traitement des émotions. Et cette zone du cerveau, cette amygdale, signale normalement la peur. Eh bien, elle s'active beaucoup moins à la vision d'images négatives chez les plus âgés. Donc il y a quelque chose qui se passe réellement dans le cerveau qui fait que, effectivement, votre cerveau va répondre différemment et plutôt positivement
lorsque vous êtes plus âgé. On voit aussi, par exemple, ce sont que quelques exemples très, très rapides, que le cortex et cette même amygdale donc, influencent fortement une zone du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire, c'est celle qui est atteinte, par exemple, lorsqu'on a la maladie d'Alzheimer. Et donc les adultes plus âgés vont, grâce à ce nouveau équilibre qui se passe entre ces zones-là, vont encoder, c'est-à-dire mettre en mémoire plutôt les informations positives, plutôt que les informations négatives. Donc, les processus cognitifs, attention sélective, contrôle cognitif chez les personnes âgées sont liés à la régulation des émotions. Et à leur tour, ça détermine le succès dans la capacité à améliorer dans l'affect positif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une espèce de boucle de régulation, d'accord, que l'on a. On va avoir en fait dans le cerveau des choses qui vont se mettre en place et qui vont en fait améliorer à la fois cet état émotionnel via l'état cognitif, et cet état cognitif va encore améliorer l'état émotionnel puisque vous allez vous souvenir que des choses qui sont plutôt positives. Donc le vieillissement cognitif est multiple et il peut être favorable, adapté et plastique. Et ça, c'est contre tout ce que vous entendez tout le temps. C'est-à-dire, lorsqu'on vieillit, le cerveau, ça ne va plus, il n'y a rien qui ne va plus, etc. Alors, évidemment, encore une fois, on le sait, le cerveau se modifie avec l'âge, on le sait, il peut y avoir effectivement des petites plaintes mnésiques, mais encore une fois, je ne parle pas de pathologie. Alors, j'aime pas trop le mot normal, donc je vais dire usuel. Disons qu'on parle de vieillissement usuel, et c'est dans ce contexte-là qu'on discute ce soir. Alors, on est toujours capable d'apprendre. Et là, encore une fois, c'est aussi un petit peu des choses qui se véhiculent de façon négative dans notre société, puisque la plasticité cérébrale est présente tout au long de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est la plasticité cérébrale? C'est la faculté du cerveau à récupérer et à se restructurer, et ça évolue bien sûr avec l'âge. Alors, je vous donne des exemples. Vous imaginez bien que chez le nouveau-né ou in utero, le cerveau est en train de se construire. Donc, cette plasticité cérébrale, bien sûr, elle met en place tout le réseau de neurones. C'est comme si vous mettiez en place tout le disque dur d'un ordinateur. Évidemment que là, c'est très très actif. Puis il y a une autre période où c'est très actif aussi, c'est l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements hormonaux, remodelage structurel des neurones, donc qui va être associé aussi à la spécialisation des lobes du cerveau. Et puis, lors du vieillissement donc, usuel du cerveau, cette capacité plastique, en fait, elle va être un peu modifiée. Alors, elle va un petit peu diminuer. Mais, en fin de compte, elle reste là quand même. Alors, pourquoi? Parce que lorsqu'on veut compenser les effets de l'âge, eh bien, on va avoir un apprentissage qui va être peut-être un peu plus long, un petit peu plus difficile, mais qui va quand même se réaliser. Donc, on peut apprendre à tous les âges. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Sauf pathologie, ça dure tout au long de la vie, la plasticité cérébrale. Alors, on ne fait pas des nouveaux neurones réellement, puisque vous savez que les neurones, on en a une quantité lorsqu'on est, et puis voilà. Mais en fait, les neurones, ça a des prolongements et ça va faire des synapses et ça peut être plastique et compenser des effets des endroits où il y en a un petit peu moins, ou peut-être il y a eu une problématique. Ça peut être aussi des zones qu'on a dans le cerveau qu'on appelle des zones de neurogénèse, où des cellules qui ne sont encore pas des vrais neurones, qui ne sont pas différenciées, vont devenir des neurones. Donc il y a encore quand même cette plasticité qui peut avoir lieu. Et chez la personne âgée, même si elle est moins, je dirais, efficace que chez, évidemment, le jeune, ça marche quand même. D'accord? Donc on peut toujours apprendre et on peut toujours mettre en place cette plasticité cérébrale. Alors, la neuroplasticité, ça suit le principe de use it or lose it, c'est-à-dire utilise-le ou perds-le. Et ça, vous entendez ça souvent, c'est-à-dire que le cerveau, c'est comme un muscle. Il faut s'en servir. Il faut apprendre, il faut continuer à s'intéresser. C'est ce que vous faites ce soir en fait. Et donc, ce qui est très bien, c'est que lorsque l'on continue à apprendre, à se servir de son cerveau, eh bien, le cerveau, il ne vieillirait pas de la même façon. Donc, j'ai mis cette petite phrase, ne plus apprendre, c'est condamner son cerveau à vieillir. Mais c'est vrai qu'en fait, on le muscle, voilà. Et c'est pas toujours en lisant, hein. De bonne activité physique, ça fait ça aussi, d'accord? Ça muscle notre cerveau. Alors, on continue à briser les idées reçues, on met en place des processus adaptatifs tout au long de la vie. Alors pourquoi?
Mais par exemple, il y a des études en sociologie, nombreuses études en sociologie, qui ont montré, et en psychologie aussi, d'accord, que lorsque l'on avance en âge, on va faire des choix. Et on va, par exemple, adopter une approche plus sélective dans le choix des personnes avec lesquelles on s'engage socialement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on restructure ces réseaux sociaux avec peut-être des relations moins nombreuses, mais significativement plus riches, émotionnellement. Donc ça c'est vraiment des études qui ont montré qu'effectivement, ces processus adaptatifs aidaient au mieux vieillir. On utilise différents mécanismes. Des mécanismes de sélection. On choisit, on se limite à ce que l'on peut faire avec satisfaction. Il ne s'agit pas de se dire je ne peux plus faire, comme je ne peux plus faire, ben, je ne fais pas du tout. Non, je fais différemment. Compensation, on remplace ce qui ne peut plus être fait. Et optimisation, on développe ce qui est encore possible. C'est-à-dire il y a des choses qu'on fait mieux qu'avant, et bien on continue à développer ces choses-là. Donc j'ai mis un exemple de propos du sociologue Michel Biquet qui dit évidemment quand on vieillit il y a des renoncements des dernières fois. Mais plutôt que d'arrêter de courir par exemple, il est possible d'apprendre à courir lentement. Et ensuite, si physiquement on ne peut plus, ben on peut marcher et découvrir des sensations inconnues. La chance de vieillir s'entretient. Donc, et vous avez vu le mot, la chance de vieillir. Et je crois qu'effectivement, si on veut vivre longtemps, il faut vieillir. Sinon, on s'expose à vivre, je dirais, les pertes de façon dramatique. Alors, il veut dire quoi par là? C'est accepter de vieillir. C'est pas vouloir rester jeune, c'est accepter de vieillir et de continuer en donnant sens toujours au présent et à l'avenir. Alors, la force de l'émerveillement, j'avais ce mot-clé au début de ma présentation, et j'ai choisi de échanger avec vous certains propos tenus par différents auteurs, dont par exemple celui de Christian Clot, qui est chercheur et qui est explorateur. Il a fait, il s'est mis dans des situations, la dernière expérience, c'était l'expérience hors du temps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où il s'est mis avec une trentaine de personnes hors du temps dans une grotte pendant plusieurs semaines. Pour se couper du monde, il a exploré toujours dans des conditions très très extrêmes. Et lui, il dit ça, et je trouve que c'est intéressant à adapter au vieillissement. Quand la charge mentale est forte, l'activité cognitive engendre une grande fatigue. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Le sommeil est alors nécessaire pour que nos neurones se régénèrent, en tout cas qu'on aille bien. Et les études montrent que d'autres moments permettent cette régénération, ce sont les moments de plaisir et d'émerveillement. Se couper de son activité, consacrer un moment à une respiration, même de quelques minutes, va permettre au cerveau de se régénérer autant qu'une nuit de sommeil. Pourquoi? Parce que le cerveau va se détendre, se reconditionner. C'est pour dire que s'émerveiller, s'arrêter un moment, c'est aussi quelque chose qui va dans le bon sens au niveau donc, de notre vieillissement et notamment au niveau cérébral. Pour s'émerveiller, il faut le temps de prendre son temps. Alors ça, c'est le temps de vieillir d'une psychiatre qui s'appelle Mathilde de Mémoire Nathanson, donc qui a publié dans l'imaginaire inconscient. Et elle a mis effectivement des images dans sa publication, que je trouve très belle, notamment celle-ci, Les âges de la vie, avec des enfants qui jouent au bord de l'eau, un adulte qui ici parle, et une personne qui arrive et qui contemple les bateaux au loin. Les bateaux au loin peuvent représenter aussi le vieillissement. Et Amos Tversky, qui est psychologue, qui a dit « On perd des années en n'étant pas capable de perdre des heures ». Et quand on y pense, c'est vrai, on ne sait pas trop s'arrêter. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi on voit sur ces courbes en U que ça va mieux lorsqu'on a passé un certain âge, parce que cette rapidité, cette urgence permanente change. Alors la force de l'émerveillement, j'ai emprunté aussi, donc vous voyez, je choisis des auteurs divers et variés, des propos à Guy Gibert, qui a écrit un livre qui s'appelle La vieillesse de l'émerveillement, et qui dit « Rester jeune, ce n'est pas se faire tirer la peau, c'est ouvrir les yeux et les oreilles à tout ce que la vie apporte de magie et d'émerveillement. » Et il dit aussi « Bien vieillir, c'est vivre sa vieillesse dans le présent de chaque jour. » Je trouve ça très beau parce qu'en fin de compte, le malaise, c'est effectivement de penser au passé, d'avoir peur de demain et d'être incapable de vivre le cadeau merveilleux du présent. Je trouve que ça résume bien ce temps d'émerveillement, cette pause qu'on peut faire et qui est favorable à notre santé. Et puis,
J'ai aussi emprunté les propos d'un philosophe qui s'appelle Bertrand Vergely, qui parle de s'émerveiller de vieillir, puisqu'il dit « s'émerveiller, ce n'est pas être béant, c'est être capable d'une ouverture d'esprit qui nous incite à regarder les choses autrement, à nous laisser surprendre par l'inattendu. » En fait, la vieillesse nous offre un espace pour ralentir. Et on voit bien que quelquefois les problématiques que l'on a, c'est parce qu'on n'est pas sur le même rythme. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on parle de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, où en fait c'est l'éloge de la lenteur, c'est-à-dire aller lentement pour que tout se passe bien. Ce qu'on a tendance à oublier. Alors, je vais peut-être finir sur ça, sur la force de l'émerveillement pour accepter la maladie, notamment la maladie neuroévolutive, telle que la maladie d'Alzheimer par exemple. Parce que nous avons tous, naturellement, tendance à sous-estimer le bonheur des personnes qui sont atteintes de pathologie. Et d'ailleurs, à souvent surestimer le malheur, d'accord, pour nous-mêmes et pour les autres. Et j'ai emprunté le témoignage d'un couple, enfin du monsieur, puisque madame est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui dit elle ne peut plus revenir dans notre monde, alors je suis allée dans le sien. Et ça, je trouve super bien parce que très souvent, en fait, ce qu'on entend, c'est que c'est toujours des déficits, c'est toujours des pertes, etc. Et du coup, on met en difficulté le patient atteint de la maladie, qui quelquefois, alors encore conscience de ses troubles, veut être accepté en tant que personne et pas en tant que malade de la maladie d'Alzheimer. Et donc, il dit quand Brigitte voit ou entend un rouge-gorge, elle a cet émerveillement que seuls ont les enfants. Et à travers Alzheimer, moi j'ai vécu l'innocence de son enfance. Et je trouve ça très beau parce que aller vers la personne, rentrer dans son monde, dans sa lenteur et assister à ce moment d'émerveillement à ses côtés, c'est à la fois positif pour la personne atteinte de la maladie, mais c'est aussi positif pour l'aidant, qui en fait n'est pas en lutte contre la maladie, mais dans l'acceptation de la maladie. Donc je finirai en disant que sachons garder nous aussi notre capacité d'émerveillement, car chaque rencontre vraie, à l'écoute de petites perceptions de nos malades, est réellement une source d'émerveillement. Donc il faut garder ça à l'esprit, et vous avez parlé tout à l'heure du toucher, de ressentir, de manger, et tout ça en fait, il faut y travailler avec les personnes qui sont justement atteintes de ce genre de pathologie. Ou même lorsque l'on est plus âgé, qu'on a des difficultés, le moment du repas c'est quelque chose de très important, et effectivement, certains repas, quand ils arrivent pliés dans du plastique et sans goût, sans odeur, sans look, parce qu'on n'a pas envie de manger, on a des personnes qui finissent dénutries et en perte d'autonomie. Donc je vous remercie de votre attention et je voulais juste citer cette dame qui a écrit sur un blog qui s'appelle Les Petits Bonheurs de la Vie. Sa poésie, ça s'appelle J'ai des rides. Alors je n'ai pas pu toute la mettre, mais elle me plaît beaucoup. Et en fait, ça commence comme ça. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai découvert que j'avais beaucoup de rides autour des yeux, de la bouche, du front. Puis elle déroule pourquoi elle a toutes ces rides-là. Et elle finit comme ça, dans chaque sillon sur mon visage, sur mon corps, se cache mon histoire, les émotions que j'ai vécues et ma beauté plus intime. Et si je devais enlever tout ça, je m'effacerais moi-même. Chaque ride est une anecdote de ma vie, un battement de cœur, c'est l'album photo de mes souvenirs, les plus importants. Alors, s'émerveiller, vivre et vieillir, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Merci de votre attention.